Ça, c'est chouette. Merci. Paul, c'est toi qui commences, peut-être? Oui, Ouais. alors, merci Patrick, Bruno, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Puis j'ai beaucoup apprécié mon temps hier. C'est un privilège pour moi de partager sur la valeur de l'accompagnement de notre cheminement ici au Québec là, et c'est de pouvoir le partager ensemble avec vous. Ça fait partie de mon cœur. Ma responsabilité principale dans notre famille d'église, comme adjoint au surintendant, c'est l'accompagnement. Donc moi là, je vis, je respire, je transpire l'accompagnement dans tout ce que je fais par rapport à notre famille d'église, le district du Québec. J'ai pris des notes ce matin pour souligner quelques petits points, pour comme faire un résumé sur le coaching d'hier. Après ça, je vais aller un peu sur notre cheminement et après ça, on va rentrer tout de suite dans le mentorat. Et c'est Michel qui va couvrir le mentorat. Donc, au niveau de l'accompagnement, hier, on a parlé surtout de coaching et juste mentionner deux éléments importants. Puis, Patrick, je vais répéter ce que tu viens de dire tantôt. J'ai pris en note ce que tu viens de dire, donc c'est merveilleux. Ça veut juste dire que s'il y a une répétition, c'est parce que c'est important. La première chose qui était une des difficultés au niveau du coaching dans notre district, une des résistances qu'on a eues, c'était justement que dans notre paradigme de comprendre le ministère, comme pasteur, comme ouvrier, comme leader, on est toujours en train d'être en mode solution ou d'enseigner aux autres. Donc, de donner l'information, de faire comprendre l'information aux autres, d'éduquer les autres, instruire les autres, etc. Donc, ça nous met dans une position comme d'autorité par rapport à l'autre personne. De donner de l'enseignement. Et une des résistances par rapport au coaching, c'est le coaching, c'est égal à égal. C'est une relation de pair. C'est un à un, c'est d'égal à égal. Donc, l'autre n'est pas mon mentor. On est deux co-ouvriers, puis on s'accompagne ensemble d'égal à égal. Et ça a été difficile pour plusieurs de s'adapter, que je ne suis pas là pour instruire l'autre, mais que je suis collaborateur avec toi, puis je suis juste ton accompagnateur. Je suis là pour t'accompagner dans ta démarche, pour grandir et t'aider à réfléchir à haute voix dans un contexte où tu n'es pas jugé, où est-ce que aussi tu peux avancer puis être redevable pour là où tu veux aller, là où Dieu te conduit. Donc, le coaching, ça prend pour acquis qu'on est égal à égal et aussi ça prend pour acquis que l'autre personne à qui je coach, elle connaît son Église mieux que moi. Elle connaît ses gens mieux que moi. Elle connaît ses leaders mieux que moi. Donc, c'est de faire confiance à l'autre, qu'elle est capable. Et dans le fond, le coaching, c'est de valoriser l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne qu'on accompagne. C'est de faire confiance au Saint-Esprit dans la personne qu'on accompagne, qu'elle, par le Saint-Esprit, elle est capable de réfléchir. Elle est capable, dans son expérience passée, ses compétences passées, de puiser là-dedans pour aller de l'avant. Elle est capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit lorsqu'on a l'échange ensemble, lorsqu'elle est coachée. Donc, le coaching, c'est vraiment, surtout dans un contexte chrétien, c'est vraiment un accompagnement extraordinaire parce qu'on a le Saint-Esprit. et il y a vraiment une valeur de faire confiance à ce que Dieu va agir à travers cette relation d'égal à égal et d'accompagner la personne. Et comme on l'a dit hier, la plupart des gens, dans une culture qu'on avait, nous, auparavant, c'était difficile, à moins que les gens soient vraiment des amis, de proches, par affinité, et que ça soit arrivé de façon naturelle. C'était très difficile pour les pasteurs entre eux, en tout cas ici au Québec, de se faire confiance, de ne pas se sentir jugé et de grandir dans une relation de confiance par rapport à un accompagnement comme le coaching. Et le premier endroit où on a vraiment ressenti qu'on pouvait mettre en application la valeur de relations authentiques et d'avancer dans l'accompagnement, c'était vraiment sous le chapeau du coaching ou de l'accompagnement du coaching parce qu'on l'a limité au ministère, comme on a dit hier. Donc, le ministère, c'est pas intimidant. C'est les mêmes défis. On se sent pas mal de partager notre défi avec l'autre parce que l'autre probablement a eu le même défi que nous, ou ressemblant, ou des amis ont eu le même défi. Donc, au niveau du ministère, c'est moins intimidant. Et on peut avoir cette relation authentique où est-ce qu'on peut être transparent. Parce que la clé d'une relation de coaching, de mentorat, de conseiller de vie, c'est d'être vulnérable. C'est de pouvoir être transparent, parler des vraies affaires. Et dans le coaching, le premier endroit où est-ce que les gens pouvaient s'ouvrir, qu'on a senti qu'ils pouvaient le faire, puis qu'on a adressé ce premier endroit-là, c'était dans le contexte du ministère où c'est moins intimidant. Et ça permet d'avoir des échanges vrais et là, on peut aller dans des vraies solutions, on peut aller vers des vraies démarches pour avancer et faire face aux défis, aux transitions,
ou ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, c'était la première étape et c'est plusieurs années, là, ça fait quand même 10 ans, plus que 10 ans dans le district qu'on met ça en place. À chaque année, une formation de coaching qui est donnée, des nouveaux ouvriers viennent. Et juste dire en passant que les femmes dans notre district sont des très bonnes coachs. Donc, et puis la capacité du coaching, vu que c'est le ministère, c'est les femmes de pasteurs, les femmes qui sont en charge du ministère dans les églises, ont vraiment embrassé aussi le coaching et font d'excellents coachs. Et on a avancé dans le coaching à travers les années, les premières années. On avait un champion avec John Kaplan et avec ce rendez-vous divin avec lui, il est devenu un partenaire avec nous. Il était le consultant lorsqu'on a rétabli toutes nos valeurs. Et il est devenu comme un peu le mentor au niveau du coaching. Et avec lui, on a travaillé et développé notre propre système. Où est-ce que c'est gratuit? Où est-ce qu'on s'encourage les uns les autres? Où est-ce que c'est accessible? Donc, après cette étape-là importante, évidemment, c'était moi qui avais le chapeau et c'était Michel Bisaillon qui m'avait donné ce mandat-là, et le surintendant avant aussi, de l'accompagnement. Et je dois vous dire, ce qu'on a fait dans le district, il n'y avait pas, en tout cas dans le Canada, on n'était pas au courant ailleurs que quelque chose comme qu'on voulait faire, ça se faisait ailleurs. Donc, on était un peu, il n'y avait pas de livre là-dessus beaucoup sur une organisation comment qu'elle peut mettre en place un système d'accompagnement pour tout le monde de façon intentionnelle, de façon à ce que ça soit efficace. Et que ce soit valorisant pour les ouvriers et que ça amène la santé spirituelle au niveau du ministère, de notre relation avec soi, avec Dieu et les autres. Donc, on était à la prochaine étape, c'est moi, à travers un rendez-vous divin et tout ça, on a décidé d'aller vers les conseillers de vie. Parce que le constat qu'on avait dans notre district et en Amérique du Nord, c'est que 80% des gens qui, dans le passé, avaient quitté le ministère, qui avaient fait naufrage par rapport au ministère, ou qui ont simplement été prendre un travail séculier, ont juste quitté l'Église, pas pour des mauvaises raisons, mais juste, ils ne se sentent plus appelés là. La raison principale, 80% du temps, c'était pour des raisons familiales et de couple. Donc, il y avait des non-dits, parce que d'être vulnérable au niveau du couple et être vulnérable au niveau de la famille, c'était pas partagé. Hein? On a commencé avec le coaching avec le ministère, fait qu'on ne parle pas de la famille nécessairement et du couple et de la vie de couple. Donc, on a mis en place une formation de conseiller de vie où est-ce qu'on peut être des partenaires entre ouvriers, d'égal à égal, et parler de choses plus intimes. Pas juste du ministère, mais on va parler de notre vie de couple, notre discours intérieur face à nous-mêmes, notre propre cheminement spirituel, nos embûches, le discours avec notre famille, nos enfants. Donc, et là, on a embarqué dans cette formation-là. On a eu 2 formations et je pense qu'on a touché à peu près 120 ouvriers qui sont venus à ces formations-là. On a essayé de mettre le même principe que le coaching pour les conseillers de vie, partenaires d'être redevables l'un à l'autre, mais pour notre vie personnelle, familiale, de couple. On a essayé et je dois vous dire que c'était une note de 50%. 50%, ça a réussi. C'était les femmes dans notre district qui ont réussi. Toutes les femmes de pasteurs, la responsable du ministère de la femme, entre les femmes, on entendait des échos incroyables. On n'était pas au courant c'était confidentiel. Il y avait juste dire aussi au niveau confidentiel. Le grand défi pour le coaching, le mentorat, conseiller de vie, est-ce qu'on allait vraiment être confidentiel? Parce qu'aussitôt qu'on n'est pas confidentiel, ça ne fonctionne pas, puis les gens ne font plus confiance. Donc, il fallait s'assurer que la confidentialité soit à 100%. Et ça, je dois dire qu'on a été pas mal bon de ce côté-là et notre réputation s'est gardée à travers les 10 années. Alors, la confidentialité doit absolument être respectée pour que ça fonctionne. Alors, je reviens au point. Nos dames, entre elles, ça se parlait des situations de couple, de famille, puis ils s'appuyaient les uns pour l'autre. Ils avaient des plans d'action pour qu'eux changent et qu'ils avancent dans le couple, etc. Chez des hommes, ici au Québec, on dit 0 pin bar. Ça fonctionnait vraiment pas. Demander à un homme de s'ouvrir à un autre pour dire comment ça va avec ta femme, puis comment ça va avec tes enfants et ton discours intérieur qui n'est pas peut-être des bonnes pensées que tu as dans ton cœur, puis de le dire à l'autre, non, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a eu un niveau d'efficacité de 0% pour nos hommes. Et alors, devant ce constat d'échec-là, parce que je me rappelle avec les personnes qui faisaient les formations, ils m'appelaient à toutes les années. Puis, comment ça va les conseillers de vie? Parce qu'ils étaient excités, ils étaient les enseignants qui ont mis les principes et tout ça, nos experts, nos champions. Et puis, ça fonctionne avec les femmes, mais avec les hommes, c'est pas trop, ça va pas vraiment bien. Alors, à ce moment-là, ce qu'on a fait,
on est revenu à la case départ. Et le timing de Dieu, je dois dire, juste rendre gloire à Dieu. Le timing d'avoir John Kaplan comme consultant quand on s'est refait nos valeurs au niveau du district et de l'avoir ensuite comme celui qui était comme notre expert champion pour le coaching, pour amener, puis moi, évidemment, c'est moi qui ai mis en place le système pour qu'on puisse s'accompagner les uns les autres et mettre quelque chose d'original en place. Mais ça, encore là, c'était dans la prière, c'était dans la dépendance à Dieu. Il n'y avait pas de livre là-dessus. Il n'y avait pas d'expérience que je pouvais aller puiser ailleurs, en tout cas que je connaissais. Donc, c'était vraiment une dépendance du district à dire, OK, comment on fait ça? Et c'était vraiment dans la prière étape par étape. Donc, on a, comme Michel a dit hier, il voulait aller vers le mentorat tout de suite. On a commencé avec le coaching. On a eu l'expérience des conseillers de vie. On a vu son échec avec les hommes. Et ça nous a amené à la prochaine étape, qui était du mentorat. Et là, il y avait un champion qui était prêt pour nous dans le timing. Et je vais laisser Michel prendre la relève pour partager au niveau de le mentorat, c'est quoi la motivation du mentorat, puis comment c'est arrivé un petit peu. Merci, Pasteur Paul. C'est très intéressant parce que tout ce qu'on est en train de faire, oui, ça prend des champions. Paul a mentionné de John Kaplan. Moi, je pourrais utiliser le nom de Paul Tétrault qui a embrassé ce qui brûlait sur mon cœur. Pierre Bergeron qui est arrivé dans le bon temps. Pour vous mettre dans le contexte, Pierre Bergeron est un ancien surintendant de district à l'époque lorsqu'on était avec l'Est de l'Ontario et le Québec. Et Pierre Bergeron a quand même l'expérience de diriger un groupe d'église, etc. Par la suite, il a été dans l'armée comme aumônier. Et là, il y a eu toutes sortes d'expériences, de brisements. Lorsqu'il est revenu au Canada et qu'il parlait de prendre sa retraite, évidemment, c'est la première personne à qui on a pensé de dire « Il semble que Pierre ferait vraiment un bon champion pour le programme de mentorat. » Il a connu le ministère à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, vous savez, les façons de faire qu'on avait avant, l'image qui est plus importante que ce qui se passe vraiment, le pasteur qui sait tout faire, le pasteur qui est monsieur parfait. Il a connu ce temps-là, très autoritaire aussi à l'époque. Et le fait d'avoir passé dans l'armée, avoir vécu avec les familles où il y a eu des décès, il a été en Afghanistan, il a été un peu partout sur la planète. Pierre était un homme complètement transformé. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est exactement la personne qu'on a besoin, qui n'aura pas peur d'adresser des choses difficiles. Et quand on vient de l'armée, comme Pierre a fait, évidemment, il fallait que Pierre passe à travers un temps lui-même par rapport à ce qu'il venait de vivre. Et lorsque Pierre commence la formation de mentorat, il se rend vulnérable au pasteur, c'est un plus. Donc, revenons un petit peu en arrière par rapport au mentorat. Le mentorat, c'est le bébé. J'appelle ça le bébé que je chérissais lorsque je suis devenu surintendant du district du Québec. Moi, je voulais, le jour 1, implanter le mentorat. Bon, merci que Paul Tétrault est à mes côtés. Et Paul dit, je ne suis pas sûr qu'on est rendu là. Vous savez, des fois, dépendamment des personnalités, on veut voir les choses avancer rapidement. Moi, je suis le gars, on a une idée, on avance, on le fait, on n'attend pas. Donc, lorsqu'on a commencé à réfléchir sur le mentorat, la chose qui brûlait sur mon cœur, pour vous mettre dans le contexte, bien que j'étais pasteur d'une église avant, j'avais eu à quelques reprises des situations avec l'ancien surintendant du district où deux ou trois pasteurs avaient connu des faillites morales, des problèmes avec une autre femme. Donc, dans ces situations-là, le surintendant avait choisi de m'amener avec lui pour adresser la situation avec les ouvriers. Et c'était des situations, vous savez, c'est des situations extrêmement difficiles. Non seulement là, quand tu confrontes l'ouvrier, mais quand tu rencontres l'épouse, la famille, l'église. Et là c'est vraiment catastrophique et c'est difficile. Cependant, moi, dans ma personnalité, je n'étais pas content que ça finisse comme ça. Oui, on a un programme de restauration, etc. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on aurait pu faire pour pas que ça arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose que tes pères auraient pu faire pour ne pas que cela se produise? Et dans les trois cas, les trois personnes, alors qu'après coup, on avait géré les crises et les situations, j'avais rencontré individuellement les trois personnes et les trois personnes m'avaient dit, Pasteur Michel, il n'y a rien que tu aurais pu faire parce qu'on n'aurait jamais été capable de se rendre vulnérable par rapport à ce qu'on vivait à l'intérieur, par rapport aux situations qu'on a laissées traîner pendant des années. Parce que vous savez, quelqu'un qui commet l'adultère ne commet pas l'adultère sur un coup de tête. Il y a tout un processus qui va prendre place.
Et moi, ma question, c'était, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour gérer le processus, vous savez, bien avant que la situation arrive? Et dans les 3 cas, il ne m'avait dit rien. Moi, quand j'ai entendu rien, je me suis dit, c'est impossible. Ça ne se peut pas que nous, qui sommes des enfants de Dieu, qui avons la parole de Dieu, que quelqu'un puisse connaître une faillite à ce point-là et qu'à la fin, la personne dise à ses pairs ou un de ses pairs, il n'y a rien que tu aurais pu faire. Alors, évidemment, moi, je suis parti avec le texte qu'on connaît bien, que vous connaissez bien, qui pour moi fait encore partie du contexte du disciple-là. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On connaît le texte dans Jean 13, n'est-ce pas? On sait l'importance de ce texte-là. Jésus va mourir, Judas vient de le trahir. Toute cette situation-là prend place et voici la déclaration que Jésus fait à ses disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourtant, mon expérience comme pasteur était celle que lorsque quelqu'un connaît une faillite, une faiblesse, une problématique importante dans le ministère, Mike, c'est facile de l'abandonner. Mike, c'est facile de l'oublier. Mike, vis tes problèmes tout seul, puis nous autres, on va continuer le ministère. Pour moi, ça ne faisait pas de sens de concilier ce que je voyais sur le terrain et ce verset-là. Et ça a commencé à germer dans mon cœur bien avant que je devienne surintendant. En plus de ces situations-là, ces 3 situations-là, il m'est arrivé aussi à quelques reprises comme pasteur où des pasteurs m'appelaient pour me demander des conseils, puis ils me disaient, Pasteur Michel, je vis telle situation avec mon comité, je vis telle situation avec un pasteur jeunesse ou avec quelqu'un dans le ministère. Et j'étais étonné que tous ces gens-là étaient des bons théologiens, ils connaissaient la doctrine, ils étaient forts sur l'enseignement, mais dans la pratique, parfois de façon relationnelle, parfois les relations étaient catastrophiques. Je me souviens dans une situation avec un pasteur où il me dit « Hey, ça ne marche pas avec mon pasteur jeunesse, etc., etc. On n'est pas sur la même longueur d'onde. » Ça crée des tensions. Et j'ai été chez lui pour un week-end, j'ai prêché à l'église, j'ai prêché à la jeunesse, j'ai rencontré le pasteur jeunesse, on a mangé ensemble pour essayer de régler la situation, vous savez. Et quand je me suis assis avec le pasteur jeunesse, en dedans d'1 heure, moi, je connaissais déjà ses passions, ce qu'il aimait, ses hobbies, etc. Donc, le dimanche après-midi, quand tout est, juste avant que je revienne à l'église, je pose la question au pasteur, qu'est-ce que ton pasteur jeunesse fait comme hobby? Et le pasteur me dit, j'en ai aucune idée. Attends une minute, là. Tu travailles avec quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui travaille avec toi dans le ministère, et tu ne sais pas c'est quoi ses passions en dehors de l'Église, qu'est-ce qu'il aime faire, ses activités. J'en ai aucune idée. Oh, on est où, là? Et pour moi, ça ne faisait pas de sens qu'au niveau relationnel, l'emphase était mise tellement sur le ministère que l'individu qui fait le ministère, on était carencé par rapport à ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, et moi, je vais vous dire, moi dans ma vie personnelle, j'étais assuré d'avoir une faillite ministérielle. Je pense, à cause de ma personnalité, si j'avais été équipé au niveau théologique, avec tous les arguments, avec toute la bonne doctrine, et ensuite on m'avait envoyé dans le ministère, je pense que j'aurais créé énormément de problèmes. Pourquoi? À cause de la personnalité que j'ai. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'être accompagné tout au long du ministère. Donc, ça fait 37 ans que je suis dans la même église. J'ai été converti sous le ministère de l'ancien surintendant, mais mon pasteur jeunesse, c'était Paul Tétrault. Donc, là, c'est là que vous voyez à quel point je suis beaucoup plus jeune que Paul. Hein, c'était mon pasteur jeunesse. Donc, et j'ai grandi sous le ministère de ces hommes-là. Et je vous dirais à la blague, faites attention à ceux qui sont derrière vous. Un jour, ils pourraient avoir des postes plus importants que le vôtre. Faites attention à qui vous servez et comment vous servez. Donc, c'est une blague, mais moi, je suis un petit peu plus vieux que Paul. Mais converti sous le ministère de Gary, mais travaillant avec Paul. Et pendant toutes les années où j'étais en formation, et même quand je suis devenu le pasteur principal, j'ai toujours travaillé avec une équipe de leaders. Donc, j'étais vraiment dans un environnement propice pour la croissance, propice pour les relations. Et nos relations dépassaient le ministère. C'était des relations dans toutes sortes de contextes. Ce qui a fait en sorte que j'ai évité d'avoir énormément de problèmes. Donc, quand je suis venu, quand j'ai été élu par mes pairs comme surintendant, c'est sûr que la première chose que je voyais sur le terrain, c'était des ouvriers qui étaient laissés à eux-mêmes, qui étaient partout dans les régions du Québec ou même dans les grands centres, et qui n'avaient pas la possibilité de travailler en équipe ou d'avoir... Ils travaillaient en équipe, mais
mais vous savez, comme étant le patron sur des employés. Et il n'y avait pas la possibilité d'avoir ces discussions-là qui rouvrent vers de nouvelles opportunités. Donc, je suis arrivé en poste et j'ai dit à Paul, on commence le mentorat. Paul a dit, pas sûr qu'on est rendu là. Et en faisant un peu le tour les 6 premiers mois avec Paul de la province, visiter les églises, avoir toute la connaissance qu'il y avait des situations qu'il y avait dans la province, j'ai réalisé, c'est tellement vrai, on n'est pas là. Nos pasteurs, dans ma personnalité, moi, j'ai jamais eu de misère. Paul me connaît à m'ouvrir. Paul dit tout le temps, je suis je suis dans le 10% des ouvriers de la province de Québec. Pour moi, ça fait partie de ma personnalité, mais Paul me dit souvent, Michel, n'oublie pas, 90% des ouvriers sont des huîtres. C'est des gens qui ont de la difficulté à s'ouvrir. Et connaissant toutes ces dimensions-là, on a décidé d'aller par étapes pour se rendre jusqu'au mentorat. Et Paul a touché un point important à ne jamais négliger. Pour arriver à bâtir des relations profondes, des relations d'ouverture dans tous les domaines de nos vies, il y a un mot hyper important, c'est la confiance. Et c'est quand même fascinant que les pasteurs qui parlent de cette dépendance auprès de Dieu, cette confiance avec Dieu, ont autant de difficultés à faire confiance à d'autres leaders. C'est quand même particulier, ça. On parle de cette importance, de cette confiance envers Dieu, mais ce n'est pas toujours facile de faire confiance à un père, pas toujours facile de faire confiance à quelqu'un qui est à côté de nous. Puis on s'entend, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et nous, on a réalisé qu'il fallait bâtir sur cette dimension de la confiance. Et c'est pour ça que le coaching est devenu un instrument non menaçant qui parle juste du ministère. Et les gens ont réalisé, wow, on peut faire confiance. Par la suite, on a utilisé Éric et Rachel Dufault et le programme. Paul, comment il s'appelle aux États-Unis, ce programme-là? Il était avec Shepherd's Heart Ministry à l'époque. Shepherd's Heart Ministry à l'époque. On les a utilisés comme des outils pour aider nos couples pastoraux lorsqu'il y avait des tensions, des difficultés dans le couple ou encore familial. Et le district a décidé de défrayer les coûts au début totalement pour envoyer les couples qui avaient des défis à cet endroit-là, au Colorado, et d'être suivis pendant une semaine. Évidemment, on disait à tout le monde, c'est confidentiel. Même le surintendant n'est pas au courant. Personne n'est au courant lorsque vous rentrez en contact avec eux. Eux nous envoient la facture, nous, on paye. Et au début, les gens faisaient « Ouais, c'est sûr qu'ils sont au courant. Ben oui, ben oui. » Et officiellement, pas officiellement, mais graduellement, alors qu'on avançait dans ce processus-là, il y a quelques couples qui ont commencé à aller à cet endroit-là, Cœur de Berger ou Shepherd's Heart, et ils ont réalisé que lorsqu'ils revenaient, le surintendant n'était pas au courant. Et moi, j'ai toutes sortes de faits cocasses. J'ai à un moment donné une maman qui vient me voir, je suis dans une de nos églises, et une maman vient me voir, c'est un couple un peu plus jeune qui avait été à Shepherd's Heart. Et la maman vient me voir pour dire « Oh, pasteur Michel, je sais que vous êtes surintendant, je veux vous remercier d'avoir aidé mon fils et son épouse. » Là, je dis « De quoi vous parlez? » Et elle me regarde, elle dit « Oui, vous les avez envoyés au Colorado, vous devriez voir ce qui se passe, leur couple va beaucoup mieux. » J'ai dit « C'est parce que je ne suis pas au courant. » Et là, elle me regarde, elle dit « Mais vous n'êtes pas au courant? » J'ai dit « Non, je ne suis pas au courant, mais je pense que vous devriez appeler votre garçon aujourd'hui pour lui laisser savoir que vous venez de me le dire. » Et là, dans les jours qui ont suivi, le garçon m'appelait, dit « Ah, pasteur Michel, je voulais t'appeler pour te remercier. C'est vrai, ça va beaucoup mieux. Les choses se portent bien et le couple va bien maintenant. » Ça, c'est une occasion, mais souvent, 2, 3, 4, 5 mois plus tard, après que les couples aient été là-bas, les gens m'appelaient pour me dire « Pasteur Michel, je sais que tu n'es pas au courant, mais on a été là-bas et on veut vous dire merci, le district, d'avoir investi dans nos vies. Vous avez évité des crises pour nous. » Donc, à partir de là, c'est plus le district qui dit oui, c'est confidentiel. C'est plus nous qui disons vous pouvez nous faire confiance, mais c'est les ouvriers entre eux qui commencent à répandre cette parole-là de dire quand ils disent que c'est confidentiel, c'est confidentiel. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont réalisé qu'on prenait au sérieux la dimension relationnelle dans le ministère, la dimension des défis qu'on pourrait avoir dans le ministère. Donc, basé là-dessus et des malaises que moi, je voyais que certaines personnes pouvaient vivre dans le ministère et qui n'étaient pas capables de dire à personne, on a décidé d'aller vers le mentorat. Comme on a dit, Pierre Bergeron est arrivé dans le bon temps. Je pense que Pierre, à cette époque-là, était la bonne personne compte tenu de la transformation que lui avait vécue
et que lui était capable de communiquer aussi. Vous savez, transpercer, traverser l'importance de l'image, du paraître dans le ministère. Pierre était capable d'adresser les bonnes choses. Et on a divisé le mentorat en 3 sessions de 3 jours sur une année. Et dans ces dimensions-là, intentionnellement, on s'est dit, on ne veut pas commencer avec le mentorat à parler du ministère. On ne veut pas parler nécessairement des compétences, mais on voudrait parler des endroits qui sont des défis dans le ministère, des angles morts que nous avons, des pièges que les leaders font face parfois. Donc, on va utiliser certains outils. On a utilisé des outils et on utilise encore des outils comme le Berkman, comme le DISC, simplement pour nous aider à voir, y a-t-il des endroits dans nos vies où on est fort, des endroits où on est moins fort? La réponse, c'est oui à tous. Et je me souviens de la première fois qu'on a implanté le mentorat, c'est la seule fois où on a forcé des gens à faire partie du mentorat. Moi, Paul, on s'est assis ensemble, j'ai dit, Paul, il faut absolument que l'équipe dirigeante, qui est l'équipe visionnaire du district, 9 personnes, il faut absolument que tous et chacun puissent faire partie du mentorat parce qu'on ne peut pas partager ce besoin-là qui est le mentorat sans que les leaders du district aient passé au travail. Donc, c'était la première formation avec l'équipe dirigeante et on avait ajouté aussi quelques jeunes ouvriers avec nous pour être les cobayes de ce nouveau programme-là qui était lancé. C'était très intéressant de voir la dynamique qui a pris place. Même il y a des jeunes qui sont venus voir parce qu'à un moment donné, on faisait un exercice. Je pense qu'on ne fait plus cet exercice-là, Paul, mais on faisait un exercice à savoir quelles sont nos forces et quels sont les endroits où on est moins fort. Puis moi, je me promenais avec des petits carrés collés sur les endroits où je suis moins fort. Puis il y a des jeunes ouvriers qui disaient « Mais Pasteur Michel, t'es pas mal à l'aise de te promener avec ça. » Je dis quand même, je serais mal à l'aise. La réalité, c'est que tout le monde sait que c'est mes faiblesses. C'est juste moi que je ne veux pas m'avouer que dans ces domaines-là, je ne suis pas vraiment fort. Mais les autres le voient. Chacun de nous, on voit les endroits où si je suis fort dans tel domaine, ça paraît. Mais si je suis moins fort dans tel domaine, les autres le voient. Sauf que des fois, on veut faire semblant que personne ne voit. Donc, tout ça pour dire qu'on a bâti le programme de mentorat et le premier séjour de 3 jours adresse les endroits du cœur, adresse « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Ça, c'est vraiment la base du début. Et pour y arriver, ben on a, comme j'ai mentionné, certains outils qu'on utilise pour faire en sorte qu'on réalise qu'il y a des domaines dans nos vies où on a besoin de travailler. Et ça, c'est la première résidence. La deuxième résidence va travailler des aspects un peu plus différents qui sont, on parle encore, je pense que là, c'est là qu'on parle d'un appel dangereux, on parle du Saint-Esprit, sa personne, on va parler de la prière à ce moment-là, on va parler de différents sujets dans les 3. Et la dernière résidence de 3 jours, c'est là qu'on adresse des choses plus spécifiques au ministère. Donc, les courants qui arrivent dans cette saison-ci, la réalité de travailler avec un comité, de travailler avec des leaders, d'avoir des conversations difficiles, comment on fait ça, lorsqu'il y a des conflits, comment on gère les conflits. Donc, ça, c'est dans la dernière résidence. Ce que nous, on a réalisé, c'est qu'il y a tout le fait de commencer avec ces endroits-là où on se rend vulnérable, et en passant, on ne se rend pas vulnérable. Personne ne va rentrer dans cette dimension parce que c'est quand même 12 personnes autour de la table ou 15 personnes autour de la table. Et nous, on est toujours fascinés, moi et Paul, de cette dimension dans les triades et le témoignage des triades, à quel point les gens qui viennent librement, là, parce qu'ils veulent venir dans le mentorat, puis ils savent à quoi ça ressemble un petit peu de l'extérieur, le mentorat, on est toujours étonné à quel point certains pasteurs vont s'ouvrir assez rapidement. Et ils vont partager des choses assez confidentielles à leur triade, à leurs 3 personnes. Ce qui fait en sorte que ça bâtit des relations, je dirais, qui demeurent. Les gens qui viennent dans nos conférences, qui viennent de l'extérieur du Canada, on entend souvent le commentaire, que ce soit du surintendant général ou d'autres du national, qui disent « C'est différent dans votre conférence, hein? On sent vraiment
comment les gens, ils ont une proximité, ils sont proches, il y a un amour, les gens. Et puis là, on explique que c'est vraiment que intentionnellement, depuis des années maintenant, on travaille à modifier le contexte. Le contenu, là, on l'a, vous et moi, on a tout le contenu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, ça c'est le contenu, c'est la vérité, c'est ce que Dieu dépose en nous. Maintenant, parfois, il y a des contextes à l'extérieur qui ne sont pas favorables à vivre le contenu. Et nous, on a réalisé qu'il y avait des choses à l'extérieur parfois. On était très, entre pasteurs, on était très, il fallait démontrer le succès. Les premières conversations avec un autre pasteur, il fallait démontrer le succès que nous avions. Hey, dans mon église, j'ai grandi, j'ai ci, j'ai ça. Tout était axé sur les performances dans les premières conversations lorsque les ouvriers se rencontrent. Pourtant, ce qui devrait ressortir de ce qu'on connaît de l'Évangile, c'est l'individu, c'est le cœur, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il est. Et pourtant, dans la pratique, c'est pas ça qu'on vivait. Donc, le contexte extérieur était très axé sur les performances. Et dans nos relations, dans le passé, lorsque quelqu'un rencontrait une autre personne, c'était toujours l'aspect vous êtes rendu combien? Vous avez baptisé combien? Combien de personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit? C'était toujours axé. Puis c'était le premier réflexe de tout le monde. Hein? Hey, ça va bien chez nous, tu aurais dû voir ça. On a eu des convertis, on a eu ci, on a fait une conférence, une croisade. Tout était axé sur les performances, alors que quand les ouvriers se rencontrent, s'il y a un endroit où on peut devenir vulnérable et grandir ensemble, des choses qu'on ne peut pas dire aux membres de l'Église parfois, mais des choses qu'on pourrait se dire les uns aux autres par rapport aux défis que nous vivons, parfois dans le secret, c'est bien lorsqu'on est rassemblés entre ouvriers. Je comprends qu'on ne peut pas faire ça avec tous les ouvriers, mais pour nous, c'était d'arriver à créer un environnement où on peut-tu... La première chose quand on se voit après avoir dit bonjour, c'est on peut-tu dire une autre chose que comment va ton église? On peut-tu dire quelque chose d'autre que ça? Comme si c'était la première chose à dire. Et depuis ce temps-là, on a vraiment changé notre approche parce que les triades, les gens se connaissent de plus en plus, vont un peu plus profondément dans leur relation l'un avec l'autre. C'est pas rare de voir ces gens-là se rappeler, se contacter, faire des petits groupes. J'ai un petit groupe de 5 qui a commencé à partir de début cette année. Là. J'ai appris ça la semaine passée. Des plus jeunes ouvriers. Un que je suis en train de mentorer m'a dit, écoute, pasteur Michel, c'est tellement le fun. À partir de janvier, on est 5 pasteurs, puis on va discuter ensemble, parce qu'on a tous passé dans le mentorat, sur les choses qu'on vit. Puis on est très à l'aise d'être ouverts les 5 ensemble. Et là, c'est une initiative personnelle. Le district n'a rien initié là-dedans. Mais pour moi, c'est de s'assurer que on soit capable de voir la sagesse de Dieu se manifester au travers de la relation des ouvriers. Et ce qui m'amène, Paul, y avait-tu d'autres choses que tu voulais qu'on complète? Donc, les 3 sessions de 3 jours ont des thématiques différentes. Et peut-être que je peux rajouter, Michel, juste dire... dans la structure de 1 année qu'on a avec les gens qui viennent, juste dire que ceux qu'on vise, ce sont tous nos premiers pasteurs seniors. Donc, chaque pasteur qui, pour la première fois, prend en charge une église, ce qu'on appelle nos pasteurs principaux ici au Québec, dans les derniers 4 ans, Michel, qui, dans son rôle de surintendant, fait les transitions pastorales, va suggérer au comité de l'église que vu que s'ils vont choisir tel pasteur, que c'est sa première expérience comme pasteur principal, que le district a mis en place un programme de mentorat qui vaut entre 4 et 5 000 $ d'investissement du district dans l'individu pour le programme. Et si le comité était d'accord que le pasteur fasse partie de ce programme-là, puis on invite à ce moment-là le pasteur d'y faire partie. Et depuis 4-5 ans maintenant, tous nos nouveaux pasteurs passent par le programme de mentorat. Nos implanteurs d'église aussi, éventuellement, vont faire le programme de mentorat. Et les futurs mentors qu'on veut développer ou des gens qui sont en besoin, qui veulent apprendre, qui veulent aller grandir dans leur ministère, vont être invités aussi. Donc, on se retrouve avec des cohortes de 12 à 15 personnes chaque année. Et la beauté, c'est que c'est des âges différents, c'est des générations différentes, mais ils se rassemblent tous ensemble et c'est là que les liens se font. C'est là que les relations se développent durant l'année et que les vraies conversations ont lieu.
Donc, ça, c'était un des points que je voulais rajouter. Là, Michel, peut-être que tu peux réenchérir après ça. Là. Paul, tu touches un bon point. Une des choses qui nous a aussi maintenant, parce que ça fait plusieurs rencontres que nous avons, c'est de voir des ouvriers qui ont 25-30 ans d'expérience venir au mentorat et je me souviens d'une personne, entre autres, il y a 3 sessions passées avant le COVID, en larmes, sur le bord des larmes, en train de dire comment ça, j'ai pas eu ça avant. Comment ça se fait qu'on n'a pas eu la capacité comme ouvrier de vivre cela avant? J'aurais évité des situations conflictuelles. J'aurais moi-même évité des problématiques que j'ai créées parce que justement, je ne connaissais pas mes angles morts. Et de voir la réaction de l'ouvrier était vraiment très intéressante. Donc, l'autre chose aussi qui est importante lorsqu'on parle de mentorat, si le mentorat pour nous, c'est un programme, on fait fausse route. Ce que je veux dire par là, il faut absolument, que ce soit le mentorat, le coaching ou les conseillers de vie, il faut qu'à la base, la vérité fondamentale qui nous anime, c'est les relations authentiques. Et comme je disais, l'amour dont Jésus parle dans Jean chapitre 13, verset 35, cet amour-là là, devient la raison même de tout ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pour nous, c'est ça qui est important. Le programme, il peut changer, il a changé depuis le début. Les cours à l'intérieur se sont adaptés. Pour nous, le programme, ce n'est pas ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas quelque chose de magique qui va faire la différence. Non, ce n'est pas le programme. Le programme, c'est un outil. Tous les programmes sont des outils. Ce qui est primordial, c'est de vouloir rechercher à avoir des relations authentiques qui fait en sorte que ça va produire un leader en santé. Et lorsque les leaders en santé vont produire des églises en santé. Donc, c'est tellement important de ne pas tomber dans les vieux paradigmes de formation, comme si la formation va tout changer. Michel, est-ce que je peux rajouter un point ici? Parce que j'ai mentionné qu'on avait fait un échec avec les conseillers de vie. Puis avec tout ce que tu viens de partager, je vais faire le pont maintenant avec le succès qu'on a. L'échec des conseillers de vie maintenant versus le programme de mentorat depuis 5 ans, le succès qu'on connaît. Donc, dans le programme de mentorat, chaque personne qui participe au mentorat, dans une année, est suivie 1 fois par mois par un mentor. Donc, une relation de mentorat. Et encore là, la relation de mentorat n'est pas juste dans un sens, elle est plus directive, le bagage est plus transmis, mais on utilise encore les approches des bonnes questions. Une approche de coaching va être dans le mentorat. L'approche de coaching dans le mentorat est très importante pour que le mentorat soit en profondeur, parce qu'encore là, celui qui est mentoré va grandir davantage si c'est sa propre réflexion que celle qui est donnée par quelqu'un d'autre. Mais l'échange est plus riche parce qu'on touche la vie personnelle, on touche la vie de couple, on touche les discours intérieurs qui sont personnels, qu'on a dit à personne, nos insécurités, nos angles morts, là où on se sent mal, là où on manque de foi. Tu sais, les choses qu'on a dit à personne par rapport à la famille, par rapport à nous-mêmes, par rapport au couple. Dans la relation de mentorat 1 à 1, il y a un mentor qui suit une personne pendant 1 an, 1 fois par mois. Avec les hommes, je peux maintenant vous dire qu'on a le succès. la relation se développe, puis la relation authentique, transparente, où on parle des vraies affaires, se développe avec le mentor, et des solutions et des pistes de solutions, de la croissance personnelle au niveau de leur relation avec Dieu, leur relation avec les autres, leur relation avec eux-mêmes. Tout ça grandit dans l'année avec le mentor, dans les sujets difficiles, les réflexions difficiles, les questions difficiles qu'on n'osait pas poser dans le coaching peut-être, ou ça n'allait pas aussi loin dans le coaching. Fait que le coaching est la porte d'ouverture pour être curieux, de grandir, pour avoir la curiosité de ne pas toujours rester dans les mêmes façons de penser, de penser différemment, élargir notre façon de penser, de ne pas être pris dans un carcan de juste penser d'une seule façon toute notre vie. Donc, le coaching ouvre cet horizon-là et le mentorat, lui, va en profondeur. Et on a un succès de ce côté-là. Donc, pour nous, on est en train de créer une nouvelle culture parce que là, maintenant, les pasteurs veulent instaurer le mentorat et le coaching dans leur propre église locale. Donc, notre dernière cohorte avec nos coachs certifiés, une vingtaine le mois passé, la question, c'est comment est-ce qu'on peut, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu dans le district, comment est-ce qu'on peut le transmettre à nos leaders
pour que ça soit une culture d'église, où est-ce qu'on est vulnérable les uns avec les autres, on grandit, on est en croissance, on n'est pas toujours dans le même carcan, la même façon de penser, et on grandit ensemble en étant réels les uns avec les autres. Et voyez-vous, c'est tellement bénéfique. Je pense à un ouvrier, entre autres. La personne disait, moi, je suis dans ma personnalité, dans la façon que les gens me voyaient, très dominant. Et quand tout à coup, on fait ces exercices, ce travail-là avec la personne, une personne très dominante arrive au point de dire, je réalise aujourd'hui que ce qui était caché derrière le fait que j'étais un leader dominant, c'était toutes mes insécurités. Et pourtant, les gens me croyaient quelqu'un de courageux, quelqu'un de fort, mais j'étais dominant parce que j'étais envahi par des insécurités. Donc, il exerçait le ministère de façon vraiment très rigide et dominante. Mais c'est lui qui a fait ce processus-là pour en arriver à cette conclusion-là. Donc, c'est là que je dis, c'est tellement important de réaliser. Premièrement, quand on est dans un programme de mentorat dans le style que nous avons, lorsqu'un mentor rencontre un mentoré, il faut que dans notre tête, il y ait quelque chose qui ait un déclic. Nos perceptions, nos attentes par rapport au leadership, à un pasteur. Si on n'est pas capable d'entendre les vraies affaires de ce que l'autre vit, puis on devient offensé, ça ne se peut pas, on ne pourra pas avoir un programme de mentorat qui va amener la personne plus loin à grandir avec Christ. L'autre chose, c'est que parfois, comme pasteur, on est dans ce monde de licorne où on pense que certaines choses, dans le sens que un pasteur ne devrait pas ceci, un pasteur ne devrait pas penser comme cela, un pasteur ne devrait pas avoir. Je vous le dis tout de suite, si tout à coup, le pasteur est sur un piédestal où pasteur égale Jésus, j'aimerais nous dire qu'on n'est pas à la bonne place. Si on réalise que le pasteur est un être humain qui est en processus de transformation, tout comme ses membres, ben, ça nous ouvre à l'idée, il peut vivre des choses parfois, il peut avoir des craintes, il peut avoir des insécurités, il peut avoir des situations qu'il vit et qu'il va nous partager. Et moi, je vais vous dire, là, depuis 5 ans, j'ai eu plusieurs personnes que j'ai mentorées. Je suis un gars relativement ouvert et je suis dans le sens que je suis prêt à faire face, mais j'ai entendu des histoires parfois où les pasteurs m'ont dit, écoute, pasteur Michel, voici ce que moi je vis. Et j'aurais pu faire, hein, ben, ça n'a pas d'allure, moi je n'ai jamais vécu ça, ça n'a pas de sens, de quoi tu parles, un pasteur ne devrait pas. Et si on rentre dans ces choses-là, on perd de vue la relation et l'amour. Si c'est vraiment une relation où dans la prémisse, nous voulons que l'autre puisse grandir, nous voulons aussi témoigner l'amour que nous portons envers l'autre, parce que nous sommes tous les deux des disciples de Christ, et à ceci, tous vont reconnaître que nous sommes des disciples, parce que nous portons en nous ce que Christ a déposé dans nos cœurs, et au-delà de bons enseignements, nous le vivons dans nos relations. Mais à ce moment-là, c'est là que ça crée un environnement propice pour partager les choses. Maintenant, j'aimerais vous dire que la majorité du temps, ce n'est pas des choses, comment je peux dire ça, c'est pas des affaires extrêmes qu'on vit. Mais ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir quelqu'un qui m'a confessé des choses. Puis pour moi, je me disais, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de confesser ça au surintendant? Attends, puis pour vous, là, c'est le président. OK? En France, ce serait l'équivalent du président. Est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de partager ce qu'il partage au président? Et pour moi, la beauté que ça marche, c'est lorsque quelqu'un est capable de le confier au président puis qu'il n'a pas peur de le confier au président. Ça veut dire qu'on a atteint un niveau de confiance et qui, à mon sens, n'était pas là avant qu'on commence tout ce programme de mentorat-là. Donc, le but ultime, c'est la croissance de l'Église, c'est la croissance des leaders pour que les leaders en santé impactent leurs églises et les croyants pour que ça fasse une différence. Merci, Michel. Je pense que Patrick et Bruno, on a pris un peu plus de temps que prévu, là, mais on a vraiment, je pense, partagé le cœur du mentorat et partagé le cœur de tout l'accompagnement dans le district. C'est sûr qu'on est ouvert aux questions, on a encore du temps, mais on a au moins donné l'essentiel du cœur, là, du pourquoi de l'accompagnement et c'est quoi
la pensée et la réflexion en arrière de l'accompagnement au niveau de ce que nous, on a mis en place dans notre famille d'Église. Merci beaucoup, Paul. Merci, Michel. C'est vraiment précieux. Je suis presque frustré que vous arrêtiez là comme ça, en fait. J'aurais cru que vous alliez encore en raconter un petit peu plus, mais c'est vraiment super. Je vais reprendre une question qui a été mise dans le chat. Ont-ils parlé de la solution qu'ils ont trouvée d'envoyer les couples pastoraux dans une retraite extérieure pour les problématiques personnelles avec une aide financière? Alors, la question, c'est? Les couples qu'on envoie à Shepherd's Heart ou encore quand Éric et Rachel viennent au Canada, on les envoie pendant une semaine avec eux. Donc, au début, on payait complètement toute cette formation-là pendant, je ne sais pas combien d'années, Paul? Et maintenant, on fait en sorte que le couple puisse payer une partie. Maintenant, s'il y avait un problème financier, on est toujours ouvert, mais je vais laisser Paul parler de la raison peut-être pourquoi on a commencé à faire en sorte que les couples en payent une partie. Oui, quand c'est totalement gratuit au niveau de cette aide-là, l'appréciation et le travail n'est pas aussi fort. Donc, on demande aux couples de payer une partie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on défraie le coût de l'avion, soit pour aller dans n'importe quel centre en Colombie-Britannique avec Shepherd's Heart ou c'est arrivé avec quelques couples aux États-Unis ou en France avec Éric et Rachel, donc, et au Colorado, Éric et Rachel. Donc, l'idée, c'est qu'on paye l'avion pour le couple et on va couvrir 50% de la facture, disons, s'ils vont avec le ministère d'Éric et Rachel, on va couvrir 50% de la facture. Donc, Éric et Rachel vont demander au couple de défrayer 50% des honoraires qui sont demandés pour que eux, leur ministère, puissent vivre. Et nous, on va couvrir l'autre 50%. Et Éric et Rachel ont une liste de tous nos titulaires de l'aide d'accréditation. Et quand le couple le fait confidentiellement, nous, c'est pas compliqué, c'est qu'ils vont sur le site du district, ils cochent conseiller de vie. Il y a un mot de passe qu'on leur donne pour communiquer avec nos conseillers de vie qu'on a recommandés, dont Éric et Rachel sont dans la liste. Ça donne envie de vivre le même état d'esprit au milieu de nous. Alors, ils vont cocher le courriel d'Éric et Rachel. Et là, tout ça se fait sans que moi ou personne dans le district le sache, dans le sens que nos ouvriers ont accès à la plateforme du site web du district, vont mettre le mot de passe, vont communiquer directement avec Éric et Rachel. Éric et Rachel vont savoir qu'ils sont des membres du district et vont nous envoyer la facture sans savoir le nom du couple. Donc, on ne saura pas le nom du couple, on va payer la facture de l'avion, on va payer la facture, la moitié de l'honoraire, et le couple va payer l'autre moitié de l'honoraire. Et si le couple veut nous dire qu'ils ont fait l'exercice avec le ministère, ils vont nous dire, mais nous, tout ce qu'on va savoir, c'est qu'on a aidé quelques couples par année qui y vont, et les résultats depuis plusieurs années maintenant sont très positifs. Je pense à peu près, je pense que 80% des couples sont restaurés et vont bien aujourd'hui. Donc, le taux de succès est très élevé pour nous et ça justifie l'investissement qu'on fait. Puis aussi, c'est une façon de faire confiance par un ministère qui est pas directement reliés au district. Donc, oui, ils sont assemblés de Dieu, mais ils ne sont pas reliés avec leur lettre d'accréditation avec nous. Donc, il y a une liberté de confidentialité là-bas. Lorsqu'ils vont y aller, il y a une liberté. Nous, tout ce qu'on a besoin de savoir quand le couple revient, c'est certain que s'il y a une question où est-ce que la personne a traversé la ligne, il y a eu adultère, à ce moment-là, le couple est demandé de se confier à nous puis de venir se confier à nous et nous dire que ça, c'est arrivé. Donc, il y a quand même une ligne à ne pas franchir où la communication pourrait se faire et on encourage le couple fortement de dire, de toute façon, un couple ne peut pas cacher un adultère. Notre expérience dans le district, c'est que tôt ou tard, on va être au courant. Donc, c'est soit qu'eux vont nous le dire ou que nous, on va l'apprendre. Donc, à ce moment-là, c'est important que le couple soit réel avec nous si jamais ça s'est arrivé. Mais non, là-haut, ça ne marche pas. Merci, Paul. Une petite question, en fait, quelle différence fait entre mentorat et coaching? Et si vous faites les deux, est-ce qu'il y a des endroits où vous faites plus de coaching et pourquoi d'autres endroits où vous faites plus de mentorat? Alors, le mentorat, c'est un mentorat que j'ai oublié de dire, c'est un mentorat pastoral.
Donc, c'est dans l'exercice du ministère de pasteur. Ce n'est pas un mentorat de leadership général. C'est vraiment dans le contexte d'être un pasteur d'une église. Donc, le programme est adapté au mentorat de l'église. Mais évidemment, on traite l'individu, qui est le pasteur, sa santé personnelle, mais au niveau de sa relation avec Dieu, avec les autres, avec eux-mêmes. Ça, c'est traité, mais c'est vraiment dans le contexte du ministère, dans l'exercice du ministère. Le coaching est ouvert à beaucoup plus que les pasteurs, dans le sens que ça peut être des leaders d'église qui viennent faire les formations. C'est nos leaders accrédités, c'est nos adjoints. C'est vraiment une mentalité, la culture du coaching, elle est large dans le sens pour tous les leaders de l'église. Donc, pour nous, on accepte de former le leader de jeunesse, le responsable de la musique, de l'éducation chrétienne. Donc, la formation n'est pas juste limitée au pasteur principal, elle est ouverte à plusieurs. Dans la formation de mentorat, on le fait aussi pour les adjoints qui vont un jour devenir pasteur principal. Donc, on ouvre ça un petit peu, mais c'est vraiment ceux qu'on voit qui ont du potentiel et qui sont invités par rapport à ça. Le mentorat, c'est vraiment par invitation. Il y a des gens qui vont se suggérer, qui veulent faire partie du mentorat, mais c'est vraiment moi qui approche les gens pour être sûr qu'on a un bel équilibre dans les 12-15 personnes entre les pasteurs principaux, les implanteurs d'église, les adjoints qui ont beaucoup de potentiel, qui vont devenir des super leaders dans le district, des gens en besoin qui ont besoin vraiment de réapprendre le ministère, qui ont la bonne attitude. Donc, c'est un mélange de tous ces gens-là qui font partie du mentorat. Le coaching, c'est ouvert à tous et c'est moins intimidant vu qu'on peut parler du ministère et des choses à large. Au niveau de comment un se fait, c'est que même nos implanteurs d'église, il y a une formation avec une organisation avec laquelle on les fait travailler pour être coachés en implantation d'église pendant 2 ans, avec une cohorte d'implanteurs d'église, pas juste pentecôtistes, mais avec les autres familles d'église. Donc, un implanteur, je prends un exemple, je prends un implanteur du district du Québec, ne peut pas faire en même temps le coaching de 2 ans avec la formation d'implantation, le mentorat d'1 an et le coaching de devenir un coach certifié avec le district, de faire tout le programme de coaching. Donc, il y a des choix à faire selon chaque situation. Puis nous, on va guider les individus à dire, la porte d'entrée, c'est le coaching, mais est-ce que la personne va aller jusqu'au bout de toutes les formations et devenir coach certifié? Pas tous. Mais au moins, ils vont avoir l'approche de coaching, ils vont savoir comment le faire. Et là, s'ils sont dans une des situations que j'ai mentionnées pour le mentorat, ils vont venir au mentorat. Mais là, on leur demande de juste faire le mentorat parce que coaching, mentorat, implantation d'église, formation, coaching, c'est tout beaucoup. Puis en plus, on a un programme de revitalisation au district. Donc, avec Pierre Bergeron, on a plusieurs églises et des pasteurs principaux avec leur équipe de direction qui font un processus d'1 an de revitalisation d'église. Alors ça, c'est de l'accompagnement d'église et de leadership d'église qu'on a dans le district. Donc, on accompagne. Là, encore là, il ne faut pas que le pasteur qui fait la revitalisation fasse le mentorat, fasse le coaching. Puis, alors, il y a quand même une gestion saine à faire entre les différentes formations qu'on donne. Mais la beauté de la chose, c'est que quand je m'entends dire tout ça, c'est qu'on ne manque pas d'outils maintenant à donner au niveau de l'accompagnement pour nos leaders. Nos leaders ont l'embarras du choix au niveau d'être accompagnés avec leur leadership dans un programme de revitalisation d'église, dans le programme de mentorat pour leur propre vie, dans le coaching avec leur leadership et si c'est un implanteur, dans l'accompagnement de coaching avec l'implantation d'église. Et peut-être pour répondre aussi de façon plus claire à la question, c'est qu'il faut se souvenir que le coaching s'adresse au ministère directement. Donc, un pasteur approche un coach par rapport à certaines situations, la vision de l'Église. Ça peut être n'importe quoi qui a trait au ministère. Et dans le coaching, il n'y a pas de transfert de compétences, je dirais. C'est des bonnes questions. L'expert, c'est celui qui est coaché. Et c'est pour ça que pour nous, on a défini le mot coaching pour notre sauce et le mot mentorat pour notre sauce. Parce que pour nous, c'est important. Maintenant, une personne pourrait se faire déborder, mais généralement parlant, voici ce qui est compris. Le coach et son coaché sont là pour que le coaché puisse découvrir par lui-même au travers les bonnes questions qui lui sont posées, la bonne marche à suivre ou la direction qu'il va prendre. En plus, il va être redevable parce que le coach va l'amener à être redevable au niveau du timing, du temps, de l'accomplissement de ce qu'il perçoit ou de ce qu'il voit.
quand on arrive dans le mentorat, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est vital que les mentors puissent avoir déjà fait le coaching. Sinon, un mentor qui n'a jamais fait le coaching, la tendance naturelle, ça va être après la première réflexion du mentoré, on va tomber en mode solution, on ne posera pas des questions d'approfondissement, on ne cherchera pas à comprendre pleinement. Vous savez, un mentor à la vieille sauce, là, tu l'appelles, tu dis j'ai tel problème, puis il te donne 3 solutions. Ça, c'est le mentor à la vieille sauce qu'on dirait. Mais pour nous, un mentor, lorsqu'il a été formé comme coach, il pourrait être mentor et pas coach, mais parce qu'il y a ces notions de coaching dans notre définition, on sait que le mentor va aussi utiliser cette méthodologie de poser les bonnes questions pour comprendre et en même temps pour aider la personne. Sauf que dans le mentorat, l'expertise, l'expérience du mentor a une incidence, dans le sens que il est fort probable que dans une session de mentorat où on adresse certaines situations, que le mentor puisse faire référence à des expériences qu'il a vécues et d'être conscient que ce n'est pas de faire du copier-coller, mais de comprendre peut-être les principes qu'il y avait derrière l'expérience vécue. C'est là qu'est la différence. Et l'autre chose, c'est que entre le coaching et le mentorat, le coaching généralement n'est pas menaçant parce qu'il s'adresse aux compétences ou au ministère. Le mentorat, c'est un peu plus profond. Ça peut aller jusque dans la vie personnelle, les défis, la façon qu'il réagit face à une situation dans l'Église. La semaine passée, j'étais avec quelqu'un et la réaction de la personne, c'est « Ah, je m'en vais, tu sais, je ne veux plus rien savoir. » Puis là, on a pu arriver à rentrer un peu plus profondément. Pourquoi tu réagis comme tu réagis? Qu'est-ce qui vient te toucher là-dedans? Au lieu d'essayer de dire, vous savez, de trouver des solutions faciles, on utilise le coaching dans le mentorat, mais c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus large, le mentorat. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée, là. Mais je vais aussi rajouter que le mentorat dure 1 an spécifiquement. C'est un programme d'1 an. J'ai vu la question tantôt sur le chat. Mais ce que Michel a dit tantôt, c'est qu'on a des jeunes qui ont fait le mentorat qui, là, veulent continuer la relation plus loin. Et j'ai des personnes qui ont fait le mentorat qui dure 1 an et qui ils m'ont demandé « Est-ce que tu peux me mentorer encore une autre année? » Donc, le mentorat, c'est un programme officiellement de 1 an, mais les ouvriers, quand ils ont goûté, puis ça a été positif dans leur vie, leur ministère, puis ils veulent encore grandir, ils vont demander à différents mentors ou différents coachs de les mentorer, d'avoir une relation d'accompagnement. Présentement, on a 20 coachs certifiés avec le district et sur le site du district, les 20 coachs avec leurs photos, leur biographie, les gens peuvent communiquer avec eux et avoir une session de coaching s'ils vivent une transition, quelque chose du genre. Fait que souvent, les gens qui veulent vivre du mentorat plus loin, ils veulent continuer à le vivre, je vais suggérer à ces pasteurs-là, ben, il y a moi, il y a Michel, il y a d'autres, il y a aussi les coachs certifiés du district qui pourraient rentrer dans une relation de mentorat avec toi pour continuer le processus d'accompagnement. Alors, le défi qu'on a présentement, là, moi, avec mon chapeau à moi au niveau de l'accompagnement, c'est que je suis en train de faire un sondage et je continue à le faire auprès de tous ceux qui ont fait le mentorat depuis 5 ans. Combien ont incorporé le mentorat comme un style de vie? Donc, tu as fait le programme d'1 an, mais combien de nos ouvriers ont continué ça fait encore partie de leur vie d'être accompagnés, soit par le coaching, le mentorat, conseiller de vie, peu importe, mais est-ce que l'accompagnement est encore quelque chose qu'ils vivent de façon intentionnelle, où ils sont redevables d'un plan d'action, où ils peuvent réfléchir en profondeur? Alors, nous, notre vision, notre idéal, ce qu'on vise, on est encore très loin de ça, c'est de viser à ce que la majorité, la grande majorité de nos ouvriers dans le district du Québec puissent vivre un style de vie où l'accompagnement, c'est naturel pour eux et ils le vivent d'une façon intentionnelle. Et à ce moment-là, on est certain qu'il y a un niveau de santé spirituelle, un niveau de santé relationnelle, un niveau de santé émotionnelle auprès de nos ouvriers qui fait que les églises vont être en santé, le leadership va être en santé. Et si Dieu, et c'est notre prière, qu'il y ait un réveil, que Dieu nous amène plein de gens et que plein de gens acceptent Jésus comme sauveur et que dans un temps de moisson, bien, que l'Église soit mature, que l'Église soit capable d'être intelligente relationnellement, intelligente émotionnellement, intelligente spirituellement,
pour dealer avec les gens de la société de la bonne façon et de ne pas être immature, là. Donc, ça, c'est notre objectif, là, si on regarde avec le gros chapeau, là. Et juste de vous mentionner, ce n'est pas parce que quelqu'un a des cheveux gris ou qu'il a plusieurs années dans le ministère que c'est un bon mentor. Ça, c'est tellement important. Trop souvent, on a relégué cette dimension-là à des gens qui avaient 25 ans, 30 ans d'expérience dans le ministère, et on disait, lui, c'est un bon mentor. Notre expérience, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont 30 ans dans le ministère, puis on ne voudrait pas du tout qu'ils soient mentors pour nos jeunes. Pas du tout. Parce que ça n'a pas rapport avec seulement l'expérience que tu as. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'expérience? Qu'est-ce que l'expérience a produit en toi? Qu'est-ce que l'expérience a produit qui ressemble plus à Jésus? Et c'est pour ça que pour nous, même Paul, je ne sais pas si on veut aller là, on a 20 coachs certifiés. Combien de mentors officiels qu'on a présentement? Présentement, trop peu. Tu sais, Michel, on est juste 6 mentors d'expérience. On a rajouté 2 mentors, 2 jeunes mentors cette année dans l'équipe. Mais on veut grandir au niveau d'ouvrir la base de mentors encore plus large, mais on est beaucoup plus sélectif parce que les mentors doivent être premièrement des gens qui vivent le mentorat, qui le reçoivent sur une base régulière, qui sont eux-mêmes coachés et coachent sur une base régulière. Donc, il y a quand même certains critères. Ça doit être des gens qui sont authentiques, vrais, qui ont une bonne réputation auprès des ouvriers. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On est beaucoup plus restreint pour notre croissance en fait d'avoir des mentors dans le district, mais notre capacité de mentor est encore très restreinte. Pour 250 pasteurs qui ont des lettres d'accréditation, de seulement avoir 20 coachs certifiés et peut-être 6 ou 7 mentors, c'est encore trop peu. Et dans notre expérience, on a des ouvriers qui se considèrent comme des mentors. Mais sincèrement, la seule raison pourquoi ils se considèrent ainsi, c'est le nombre d'années dans le ministère. Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. C'est quoi ça, le nombre d'années dans le ministère? On sait qu'il y a des ouvriers qui vieillissent très mal. Et vous savez, là, moi, j'ai un cœur pour les ouvriers. Tout le processus, la raison d'être de ce qu'on fait, c'est parce qu'on a un cœur, les gens. Mais dans le district du Québec, j'ai quelques ouvriers avec qui je suis en relation, des plus vieux, et ils ne pourraient pas être des mentors. Ils sont cristallisés. C'est comme s'ils sont focalisés sur une façon de faire. Il manque, premièrement, ils sont bons pour dire les choses, mais ils ne sont pas enseignables. Alors, comment peut-on être un bon mentor si on n'est pas capable de manifester de façon pratique que nous sommes enseignables, nous sommes prêts d'apprendre? Si je suis juste en mode de donner, ben, j'ai un problème. Nous, quand on pense de mentorat, le mentor doit absolument avoir la qualité d'être enseignable. Pourquoi je dis ça? C'est que dans une relation mentor et mentoré, le mentor doit être capable d'apprendre aussi dans cette relation-là. C'est-à-dire que le jeune que l'on mentor doit nous nourrir, dans le sens qu'il doit m'aider à grandir moi aussi. Et c'est fort simple. Les générations entre ceux qui ont 60 ans comme moi et ceux qui en ont 30 aujourd'hui, laissez-moi vous dire, les jeunes de 30 ans ont des choses à m'enseigner. Parce que notre société est plus comme elle était à mon époque. Donc, si cette dimension-là d'être enseignable n'est pas présente, pour nous, ça ne fait pas un bon mentor. Et c'est ça, il y a comme cette dimension on revient toujours à la base. Ce n'est pas parce que j'ai certaines compétences au travers les années que je suis quelqu'un qui va entrer en relation pour une croissance mutuelle. Et le volet de croissance, le volet de relation, pour nous, ça, c'est important, encore une fois. Et ça sous-entend aussi la qualité que nos mentors doivent être très sécures dans leur appel, leur ministère, et pas être intimidés par la comparaison, qu'un jeune peut être plus mature que moi. Donc, l'idée, c'est que, encore là, dans le programme de mentorat, la première session, c'est beaucoup sur notre identité en Christ, c'est beaucoup sur les insécurités. Alors, l'idée d'un bon mentor, c'est que je suis capable d'être sécure dans mon appel et que je ne serai jamais inconfortable avec une plus grande maturité de quelqu'un d'autre qui est plus jeune que moi.
Paul, ou encore une plus grande onction que la mienne. Oui. Et ça, c'est tellement important. Moi, je travaille avec des jeunes, je veux dire, je les regarde aller puis je fais comme wow! Mais pourtant, j'ai prié ça toute ma vie, Seigneur, que ceux qui m'entourent puissent avoir une plus grande onction que j'ai, une plus grande capacité que j'ai, qu'ils puissent être encore des meilleurs leaders que je suis. Ça a toujours été ma prière toute ma vie. Là, maintenant, je le vois. Et si je vivais de l'insécurité, je pense à un, entre autres. Puis je l'écoute réfléchir, puis je me dis, mais pourquoi je suis son mentor? Il est brillant, il est profond, il a saisi des choses. Je me dis, mais pourquoi je suis son mentor? Et puis lui, c'en est un, là, où il m'a dit l'année passée, Michel, je voudrais recommencer une autre année avec toi, j'en ai besoin. Et moi, je le regarde, puis je me dis, wow! Et c'est dans ce sens-là, cette ouverture de cœur, la relation est prédominante, plus que le programme ou ce qu'on fait, c'est cette dimension de relation. Et je pense à ce jeune-là qui est un de nos bons leaders. Je pense que pour lui, ça ne dépasse pas, c'est au-delà même des compétences. Pour lui, je suis capable d'entrer en relation avec quelqu'un qui recherche une authenticité, qui recherche les vraies affaires. Et c'est ça que je recherche dans le mentorat avec lui. Et tout ça pour dire que c'est ça. Notre but, c'est d'équiper le corps de Christ. Hein? De ne jamais perdre de vue que faire et être un disciple va se poursuivre tout au long de nos jours. J'espère qu'à 90 ans, si Dieu me prête vie, ou à 80, je serai encore un disciple, je serai encore en train de grandir et j'aiderai les autres à grandir. Ça, c'est le désir de mon cœur. Au niveau de notre structure, on essaie d'avoir un rythme à chaque année pour nos ouvriers où est-ce qu'ils n'ont pas trop dans leur assiette. Donc, la porte d'entrée, c'est le coaching. Fait que c'est le coaching de base, c'est 2 jours d'investissement dans l'année pour un ouvrier. Donc, quand on envoie la publicité et qu'on invite les gens à venir faire la formation de coaching de base qui dure 2 jours, les gens viennent apprendre une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'accompagner et ils maîtrisent cette façon-là. Ils peuvent la mettre en pratique pendant les 3 mois qui vont suivre. Donc, c'est 2 jours d'investissement puis 1 heure sur le Zoom 1 fois par mois pour pratiquer, 1h30, c'est-à-dire par mois pour pratiquer avec une triade. Ensuite, l'année suivante, s'ils veulent continuer le coaching, ils vont venir faire un autre 2 jours pour une formation avancée de coaching. Et là, au bout de ces 2 jours-là, s'ils ont vraiment pratiqué durant l'année, entre le coaching de base, la première année et la deuxième année, là, ils peuvent faire application pour être coach certifié avec le district. Ils vont faire partie de la cohorte des coachs certifiés. Et là, pour être coach certifié, il y a des engagements. Il faut que tu pratiques tant par mois. Il y a de l'enseignement continu. Il y a de la formation continue que nous, on offre comme un groupe. Ça devient comme une cohorte de nos coachs certifiés. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans, d'avoir une cohorte de coachs certifiés avec de la formation continue. Et on est en train de développer du coaching au niveau de la francophonie. C'est en train de s'ouvrir. Donc, tout ça pour dire que le coaching, c'est l'entrée. C'est la porte d'entrée à cette nouvelle forme d'accompagnement, de confiance dans un côté ministère. Et là, parmi tous ceux-là, il y a des gens que nous, on approche, qui deviennent pasteurs principaux, que moi, j'approche, qui sont des implanteurs ou des jeunes ouvriers, etc. Ils viennent faire le mentorat et à chaque année, on a 12 à 15 mentors qui sont formés. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on le fait. Et pour ceux qui sont implanteurs d'église, une autre cohorte d'accompagnement de 2 ans avec d'autres implanteurs. Et pour ceux qui veulent faire avec leur leadership de la croissance au niveau de la revitalisation de l'église, bien, ils peuvent faire cet accompagnement-là aussi avec Pierre Bergeron une autre année. Donc, c'est plein d'outils qui sont là, qui sont utiles, mais le cœur, c'est vraiment ce que Michel a partagé. C'est vraiment une relation les uns avec les autres de qualité intentionnelle vers la croissance et où est-ce qu'on parle des vraies choses. Peut-être juste terminer sur le sujet relation, Paul. Moi, je dis souvent, ceux qui me connaissent savent ça, et pour moi, ça, c'est primordial. Pensons-y, frères et sœurs. On investit du temps avec des ouvriers. Ça peut être 5 heures dans une année. Ça peut être 20 heures dans une année. Parce que des fois, on se voit dans une conférence. Ça peut être 1 journée, 2 jours, 3 jours. Je dis souvent, tous les investissements relationnels que je fais avec quelqu'un, que ce soit 1 heure à des milliers d'heures avec la personne, c'est dans une banque de relations.
Et je me souviens de situations qui sont arrivées les 13 dernières années comme surintendant, où une crise est arrivée dans l'Église, j'ai dû intervenir, etc., etc. Et je me souviens d'ouvriers qui m'ont dit, Pasteur Michel, tu dois être fâché contre moi. Et moi, de quoi tu parles? Tu dois être fâché contre moi parce que je dois t'avoir été déçu ou parce que je n'ai pas géré la chose de la bonne façon. Et de rappeler l'ouvrier tout le temps, non, mais moi et toi, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 20 ans? Toutes ces heures, ces rencontres, ces ministériels, ces conférences qu'on a passées ensemble, on a bâti quelque chose. Il est arrivé un problème. Et à cause d'un problème, je devrais rejeter l'ensemble des dernières années de relations qu'on a bâties. Si les relations, on est sérieux avec nos relations, et je crois que les pasteurs, on doit vraiment, vraiment réfléchir là-dessus. Si c'est les relations qui sont importantes, tout comme notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres, pourquoi alors, lorsque des problématiques, des défis prennent place, des discussions, pourquoi on ne peut pas être en accord avec nos désaccords? Pourquoi on ne peut pas arriver à un point où parfois, et la COVID a révélé ça au Québec, hein, il y a des gens au Québec qui ont pris des positions différentes de l'autre, puis là, moi, j'entendais des ouvriers dire, ben, en tout cas, là, moi, là, je l'ai flushé. Attends une minute, là. Tu flushes ton frère pour la COVID? Attends, tu as 10 ans d'expérience, tu as 10 ans de relation avec quelqu'un, puis parce qu'il y a un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord, tu le flushes. Hey, on est où, là? Traduction, Michel. Michel, traduction, flusher. Oh, flusher, c'est... oh, my. On arrête la relation, on se débarrasse de la relation. On arrête la relation, on coupe la relation avec la personne. Désolé. On coupe la relation, puis moi, je disais, mais voyons, toutes les années de relation que tu as eu avec cette personne-là, quand ça allait bien, tout était beau. Mais là, il arrive un sujet sur lequel on ne parle pas d'essentiel. On n'est pas dans les essentiels des énoncés de vérité fondamentale. On n'est pas là. On est dans une situation qui accorde tout le monde, puis qu'il y a des gens qui prennent des positions qu'on n'est pas d'accord, et ça se peut. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à une maturité où il y a des désaccords sur les non-essentiels parfois, qui vont nous amener quand même à être d'accord sur le fait qu'on va rester en désaccord, mais qui n'entachera pas la relation. Et ça, je vous dis, ça prend de la maturité. Malheureusement, j'aimerais dire que j'ai vu cette maturité-là dans les leaders régulièrement. Moi, j'ai vu l'Église au travers les générations, au travers les siècles, se diviser sur les non-essentiels. J'ai vu l'Église avoir des arguments à pu finir sur les non-essentiels. On peut-tu arriver à un point où on va dire, et là, on est d'accord, si c'est un essentiel, c'est une autre chose, tu comprends? Si quelqu'un arrive et il ne croit pas, je sais pas, au salut par la foi en Jésus-Christ, OK. Mais on parle de situations qui peuvent arriver parfois dans les relations. Et ça, pour moi, c'est hyper important lorsqu'on pense d'instaurer du coaching ou du mentorat, le volet de la relation. Il faut, en québécois, on va dire que les bottines suivent les babines. Peut-être que vous avez quelque chose en français qui ressemble à cela. Ce qu'on dit de la chair, ce qu'on prêche, qu'on puisse le vivre. Et on prêche ces vérités-là. Donc, pour nous, le mentorat, la base, ce n'est pas le programme. Puis pour vous, peut-être que ça ne sera pas ça du tout. Peut-être que vous allez aller dans une autre direction. Moi, je nous dirais à chacun d'entre nous, la chose essentielle, par contre, c'est qu'il faut tendre, même si on va rester imparfait toute notre vie, il faut tendre vers des relations authentiques. Même si ça ne sera jamais 100% parfait, il faut tendre vers cet amour qui nous conduit vers des relations authentiques. Et je pense que comme organisation, comme mouvement, si on s'en va dans cette direction-là, on va être capable de garder nos leaders qui vivent des choses difficiles. Pour moi, la plus grande faillite à l'époque, quand j'étais non-surintendant, puis de voir que des leaders ont pour toutes sortes de raisons, comme Paul dit, là, que ce soit à cause d'une situation conflictuelle dans leur couple, ont laissé le ministère. Et je me dis, au Québec, on est en pénurie de leadership. Okay? On prie que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson.
Est-ce qu'à notre tour, dans notre responsabilisation d'équiper les ouvriers, on va être négligent par rapport à ça? Pour chaque ouvrier qui, pour différentes raisons, laisse le ministère, moi, je ne suis pas capable d'être satisfait en disant « Ah, ben c'est eux autres, tant pis pour eux autres, ils ont décidé ça. Ah, c'est parce que… » Puis de donner des raisonnements comme ça, moi, je ne suis pas capable. Moi, je me dis « OK, qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire pour les aider? Qu'est-ce que nous, on aurait pu faire pour les aider? Comment on aurait pu mieux les entourer? Comment on aurait pu mieux les aimer? Comment on aurait pu mieux les soutenir? » Parce que si ce n'est pas ça qui nous guide, bien, ça veut dire que dans le fond, on recherche le statu quo, on recherche l'image, on recherche les choses extérieures, mais on ne vit pas cette réalité intérieure. Merci Seigneur qu'il ne m'a pas abandonné la première fois que moi, j'ai manqué de fidélité à son égard. Merci qu'il est demeuré fidèle dans ma vie et qu'il m'a accompagné au travers les hauts et les bas de ma vie. Puis-je faire de même envers mon frère? Juste un mot de la fin pour moi. Là, la conclusion pour moi, jusqu'à maintenant, c'est que sans un bon accompagnement auprès de nos ouvriers, sans un accompagnement de qualité intentionnelle axé sur la relation, c'est très difficile d'atteindre son plein potentiel. Et sans accompagnement, c'est très difficile aussi d'éviter les naufrages dans le ministère. Donc, si on veut éviter les naufrages dans le ministère, perdre des ouvriers, si on veut que nos ouvriers atteignent leur plein potentiel dans ce que Dieu les a appelés, dans leur appel, dans leurs compétences, dans leur motivation, dans ce que Dieu leur demande à faire pour bâtir l'Église, si on peut aider par l'accompagnement qu'eux atteignent vraiment, qu'ils soient au maximum de ce qu'ils sont appelés à être, puis nous, on a été dans le processus de les accompagner pour qu'ils arrivent à ce point-là, bien là, on a fait notre travail. Au niveau de l'accompagnement, c'est de vraiment amener les gens et nos co-ouvriers, nos jeunes, à vivre le maximum de ce que Dieu les a appelés. Et en même temps, d'éviter les naufrages, de perdre des ouvriers qu'on ne devrait pas perdre parce qu'on ne les a pas accompagnés, parce qu'on ne leur a pas donné les outils et les ressources avant. Ce n'est pas une garantie qu'ils ne vont pas faire naufrage, mais au moins, on aura la satisfaction de se dire on leur a donné toutes les chances et toutes les opportunités de ne pas faire naufrage. Et ça, c'est notre responsabilité. Et vous savez, Paul, tu viens de dire un point, je pense, puis je ne veux pas révéler la situation, Paul, mais je pense à une situation qui est arrivée il y a 4-5 ans, et tu vas t'en souvenir, Paul. On était quand même dans un environnement dont on vous parle. Et il est arrivé une situation où l'ouvrier, après avoir réglé la situation, on a voulu l'accompagner et il a choisi intentionnellement de ne pas entrer dans ces processus-là qu'on parle aujourd'hui. Il a même saboté la relation qu'il avait avec moi. Puis là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Évidemment, mon cœur, il est à l'envers. Je me dis, attends, là, il est dans un environnement où, d'en haut en bas, on pense à la restauration, on pense à la réadaptation. On vit pour voir des gens récupérer. Malgré tout ça, il fait vraiment un sabotage relationnel au travers ma relation que j'ai avec lui. Mais ce n'est qu'un an plus tard, bon, il n'est plus dans le ministère aujourd'hui, mais un an plus tard qu'il me réécrit, après qu'il est rentré en lui-même. C'est quand même longtemps, ça, un an plus tard, pour me dire, Pasteur Michel, je te demande pardon, vous avez tout mis en place pour me voir récupérer, réadapter. Puis moi, intentionnellement, j'ai tout refusé ça, je te demande pardon. Mais pour moi, c'est correct. Il ne veut pas revenir dans le ministère, c'est tout à fait correct. Mais au moins, cette fois-ci, ce n'est pas de notre côté à nous, mais c'est plutôt de son côté à lui. Donc désolé, ça, c'est l'autre assistant qui tente de me rejoindre. Donc, pour moi, dans ce sens-là, c'est qu'il n'y a rien de parfait. Puis il va arriver encore des situations parfois, mais au moins, on va avoir mis tout en place. Lui, il a refusé toute l'aide, il a refusé le soutien, il a refusé le support, il a refusé la relation à la limite. Mais c'est correct. Je ne peux pas m'imposer, je ne peux pas imposer le reste, mais au moins, on a fait ce qu'on avait à faire. Je pense de notre côté à nous. Merci beaucoup, Paul et Michel, pour ce partage de qualité. On sent votre cœur battre et notre cœur à nous, Français, a battu avec vous pendant ces moments. Et aussi vous remercier d'avoir accepté que des pasteurs français puissent venir à votre rencontre pour que vous puissiez partager avec eux cette magnifique découverte. Je remercie Yann au passage là, qui nous a entraînés dans cette histoire, sur ce chemin.
J'avoue que j'étais un peu dubitatif quand il l'a proposé, non pas que je doutais de Yann ou de vous, mais plutôt de moi-même et du collège pastoral en disant, mais quels sont les freins qu'on va mettre pour ne pas aller dans cette direction? Et je voudrais partager rapidement avec vous cette expérience où une vingtaine de pasteurs français ont entamé cette formation de coaching. Quelques-uns ont commencé aussi le parcours de mentorat. Et dans les échanges, j'ai eu l'opportunité d'être coaché, de coacher des collègues plus jeunes et plus âgés que moi. Je dis, waouh, mais jamais ils vont oser me dire des choses et jamais je vais oser leur dire des choses. Et le mot-clé que j'ai retenu et qu'on a retenu, je pense, ici en France aujourd'hui, c'est ce mot confiance, qui a été tellement abîmé dans les années passées, qui a été tellement malmené. Et c'est quelque chose que, par votre formation et votre cœur à nous aider, est en train de nous aider à restaurer cette confiance. Et j'ai été étonné de voir la facilité avec laquelle ces collègues, il y en a quelques-uns qui sont là aujourd'hui, ont pu échanger spontanément en confiance et partager des choses parfois difficiles et douloureuses. Et moi, ça a été un vrai encouragement dans le cadre de ma fonction de président France Nord, où j'avais en face de moi certains de mes collègues, présidents de région, qui étaient dans une solitude face à des difficultés colossales et qui ont même pleuré sur certaines de leurs situations et me sentir au début démunis, pas sachant comment les aider. Et le coaching est arrivé à ce moment-là comme un outil pour aborder chacun d'entre eux dans leurs problématiques et d'être à leur écoute et de leur permettre de découvrir qu'il n'y a aucune situation désespérée et qu'ils avaient des ressources en eux, mais que pour que ces ressources puissent vivre, s'exercer, qu'ils puissent aller les chercher, il fallait d'abord restaurer de la confiance en eux. Et j'ai un de mes collègues, président d'une région, je ne le nommerai pas, mais au dernier congrès, il est venu me voir pour me demander pardon parce qu'il nous avait posé un certain nombre de problèmes. Il avait pris une position particulière qui mettait le mouvement en difficulté, lui avec d'autres collègues. Et il est venu me demander pardon parce qu'il m'a dit qu'il s'était trompé, qu'il avait été aussi, malmené, influencé. Et c'est par une attitude que j'ai adoptée de coach avec lui, de coaching avec lui. Je ne lui ai pas dit que je faisais de coaching, mais il s'est ouvert. Ça a été un moment fort de restauration dans les relations. Et aujourd'hui, c'est un homme avec qui je sais que je peux travailler, on peut travailler ensemble. Il y a des belles choses qu'on va pouvoir faire ensemble. On va relever des défis. Des fois, on est aveuglé par des choses et c'est indépendant de notre volonté. Mais dans une relation de confiance, et le coaching est un moyen extraordinaire de rétablir des liens et d'aller en profondeur dans des liens. Oui, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous êtes d'accord avec ce que je dis là? On a le droit de ne pas être d'accord. Mais on n'a pas le droit de se fâcher et de se séparer. On est frères et on sert le même Seigneur et le même Sauveur. Alors vraiment un grand merci à vous pour d'avoir accepté de bousculer votre programme de formation interne au Canada pour accepter une équipe de Gaulois là, qui ont débarqué dans votre contrée et qui venaient un peu la fleur au fusil et qui sont repartis au garde à vous, bien formés par vous, encouragés, et vous dire que vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez été un vrai encouragement pour nous. Et à titre personnel, je vous remercie parce que vous m'avez aidé dans une mission qui n'était pas simple et vous m'avez donné des outils, des moyens pour pouvoir dépasser mes propres faiblesses et mes propres limites. Et merci à Yann qui a osé croire aussi en chacun de nous et qui nous l'a proposé. C'est vraiment... pour moi, je suis plein d'espérance pour notre mouvement parce que vous nous avez donné des clés pour aider à accompagner à ce que le mouvement avance, progresse, change dans sa mentalité, dans son cœur, dans cette relation de confiance. Et on peut en témoigner pour la région parisienne. Là, je vais un petit peu régionaliser, tant pis. Mais on est en train de vivre cette belle restauration de confiance. On est ensemble. On n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Même des fois, Bécane, je ne suis pas d'accord. Bon, Patrick, c'est tout le temps, mais c'est pour d'autres raisons. Mais on reste frères. On développe des vraies relations. On sait les points de fragilité. On ne va pas aller chercher l'autre pour l'embêter, le mettre en difficulté. Au contraire, on va essayer de l'encourager, de le rassurer, de l'emmener plus loin. Vraiment, un grand merci de la part du Collège pastoral français, de la part de nos églises, parce que les églises en sont aussi au bénéfice. J'aimerais, avec Patrick, on aimerait vous proposer de faire un court sondage. Alors Michel et Paul, vous n'avez pas le droit de jouer avec nous.
Yann, je t'exclus de ce vote. D'ailleurs, Patrick et moi, nous ne voterons pas non plus. Mais pour tous les autres qui sont présents, j'aimerais que vous puissiez répondre à deux questions. La première, c'est, au vu de ce que vous venez d'entendre de la part de Paul et Michel, est-ce que vous pensez que c'est un outil, ce sont des outils, parce qu'il y a le coaching, le mentorat, sous différents aspects, qui pourraient être utiles pour nous aider à faire avancer nos relations dans le mouvement. Si vous êtes d'accord, je vous propose d'utiliser votre case réaction ou je ne sais pas commencer sur votre ordinateur et vous levez simplement le pouce. Si vous pensez que c'est quelque chose vers lequel il faut aller, qui vous semble utile, dites-nous si vous seriez favorable à le faire. OK, alors j'ai 2 pages. Wow. Il y a un paquet de pouces là. Bon, c'est une majorité. OK. OK, alors vous pouvez rabaisser vos pouces. Non, ils ne peuvent pas. Ah non, ça va s'effacer tout seul. Ouais, c'est vrai, c'est un automatique là-dessus. J'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous seriez prêt vous-même à entrer dans cette dynamique, dans cette dimension? Est-ce que vous seriez prêt à accepter d'être formé pour devenir coach? Est-ce que vous accepteriez d'être coaché? Alors, il y a 2 questions en une, mais pour moi, c'est un peu la même chose là. Alors, vous pouvez répondre si vous seriez prêt à le faire ou pas. Je sais bien de dire que c'est bien, mais si on ne veut pas le faire, OK. OK. Excellent. Bon, c'est des très bons indicateurs pour nous. Merci beaucoup pour ce cours sondage. Je ne sais pas si Patrick, tu as une autre question à poser. Non, super, un grand merci, ça c'est clair. Merci beaucoup. Ouais. Il y en a qui ont levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils voulaient poser une question, prendre la parole. Mais je vois qu'il y a Vincent qui s'est connecté. Je lui avais demandé de se connecter à 16h30. Je vais lui donner la parole quelques minutes. David, c'était pour lever la main, pour intervenir ou c'était parce que c'était l'autre bouton? C'est le vote. C'était le vote. Ok, Ouais. super. Un grand merci. On se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment des choses, moi je rejoins, hein, c'est-à-dire que dans la formation, depuis qu'on fait le coaching, là, depuis une année et demie, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs coachs en fait, qui m'accompagnent depuis quelques temps. Et j'ai toujours vu le bénéfice, à la fois la prise de décision, à la fois l'orientation, à la fois la gestion des dossiers a été beaucoup plus facile. Il y a Marie-Christine Carayol qui est là avec nous. On va proposer via l'AMI aussi un autre outil qui est un peu différent, qui s'appelle des ateliers de co-développement, qui est en fait, alors c'est pas des triades, on sera 6 ou 8. Et du coup, on va proposer en fait d'avoir des ateliers de mise en commun avec des groupes, de dire, ben voilà, on va se rendre vulnérable ensemble sur ces groupes-là, et on va travailler en fait des sujets qui seront proposés individuellement. Donc 6 personnes, il y aura 6 sujets. On va dire 6 séances de travail dans lesquelles chacun partagera son sujet personnel. Et puis, on va réfléchir ensemble. Il y aura une intelligence collective et on va effectivement réfléchir sur les sujets. On va être en mode coach, un mode mentor. Il y aura tout ça qui va être fait. Ce sera Marie-Christine qui pilotera ces rencontres-là, qui seront des rencontres confidentielles avec les groupes qui seront là. En tout cas, un grand merci. Moi, je veux vraiment vous remercier, Paul et Michel. Si vous saviez le bien que vous avez fait, au travers du travail, au travers de l'ouverture, au travers de votre affection. Je ne me souvenais pas que Pierre avait une telle envergure. En fait, c'était Pierre, mon coach, quand on était dans la triade. Et honnêtement, je ne sais pas si son ministère était aussi évolué avant de faire le coaching, mais en tout cas, moi, vraiment, il m'a bluffé. Enfin, il m'a vraiment interpellé, il nous a challengé avec Olivier, il nous a fait du bien. Moi, je vois le bénéfice aujourd'hui dans mon service et mon ministère et je reconnais que c'est vraiment super. Donc, un grand merci. Moi, j'ai aussi apprécié au travers du coaching, il y a des visages là que je vois, au travers des formations, d'avoir découvert en fait les ministères et les personnalités des gens avec qui on travaille. Et en fait, de me rendre compte, de manière un peu instinctive, on se dit, ouais, il est super ou elle est super. Hein. Mais on n'a pas forcément les mots. Et en fait, d'avoir participer aux conversations dans le coaching, en fait, j'ai vu des gens, je me suis dit, en fait, il est encore plus balèze que ce que j'imagine. Enfin, j'ai dit, franchement, là, je suis devant... Enfin, j'ai découvert l'envergure de ministère de certains en me disant, purée, sa bienveillance, son regard, la pertinence spirituelle, enfin, j'ai vu ces choses se déverser. Je vous avoue que ça a été la classe, quoi. Donc, moi, ce travail de coaching, en tout cas, qui a commencé là, il m'a fait découvrir des ministères vraiment fabuleux. Et je me dis franchement, Seigneur, quand il a travaillé dans les cœurs, c'était vraiment des choses vraiment admirables.
Et merci Michel, vraiment merci Paul, parce que aussi si on vit ça, c'est aussi grâce à vous. Je rejoins Yann, je rejoins Bruno. Merci Yann d'avoir fait les interfaces et d'avoir été stratégique là-dessus. Je pense que c'est aussi une donne de ton ministère. Ouais, de rien. Peut-être donner juste en une minute le point d'avancement, parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec beaucoup de joie avec Michel et Paul. Ils ont déversé tout ce qu'ils vivent dans ce contexte qu'ils vous ont expliqué avec nous. On a pris le temps d'échanger, de travailler, de se connaître aussi, d'établir des relations authentiques, comme on a entendu aujourd'hui. Et on a même pu démarrer du coup des formations coaching en pleine pandémie Covid. On les a étirées dans leur capacité en faisant ça même à distance, en Zoom. Ils ont relevé le défi. Et ils ont relevé le défi avec brio. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, pour vous dire qu'on a la joie d'avoir eu… on a 18 personnes qui aujourd'hui ont fait les sessions de coaching de base et la session avancée et qui sont en processus pour être coach certifié. Et donc, notre projet, avec Paul d'ailleurs, c'est d'avoir une certification commune entre le Québec et la France au niveau de nos assemblées de Dieu pour pouvoir aussi étendre notre réseau de coaching et pouvoir connecter nos coachs et notre accompagnement les uns avec les autres. Ça permet aussi d'aller voir d'autres regards. Et donc, on espère, notre projet, c'est qu'au mois de mars, au congrès, au niveau de l'Assemblée générale de la mission intérieure, on pourra vraiment annoncer et célébrer la certification de plusieurs de ces 18 personnes. Peut-être toutes, parce qu'elles ont été très motivées. On a un très beau taux de rétention là, sur le démarrage, entre ceux qui ont démarré et ceux qui vont se faire certifier. Certains, comme Cindy, font partie de cette aventure-là. Et puis, on a une deuxième promotion qui a déjà démarré au mois de novembre cette année, le coaching de base. Et donc, si c'est des choses qui vous intéressent pour votre propre ministère, pour être coaché ou même pour vous former dans cette dynamique-là, développer des relations qui vont être de qualité. Donc, 2022, on poursuit les choses. On aura normalement, notre projet, je dois confirmer avec Paul, c'est avant l'été, au mois de juin, entre mai et juin, on doit fixer la date exacte. D'avoir une session avancée pour ceux qui l'ont fait au mois de novembre. Et puis, au mois de novembre de cette année 2022, si vous voulez rester connecté, on offrira à ceux qui ont levé le pouce tout à l'heure la possibilité de démarrer la session de coaching de base. Et on travaille avec Michel et Paul aussi sur 2022 à connecter sur la question du mentorat pour aussi pouvoir lancer à la fin de cette année, on l'espère, des prochaines sessions de mentorat. Et donc, on le fait en lien avec la région parisienne en mode pilote sur la région et avec aussi la mission intérieure, mais c'est bien sûr ouvert. On a d'autres présidents de région qui sont connectés sur cette dynamique. Donc, les choses sont ouvertes et on s'en réjouit. Un grand merci à Paul et à Michel. Merci beaucoup. Pour conclure sur ce sujet, je voudrais rebondir sur ce que Christine Després a écrit et vous dire que dans ce cadre de formation de coaching, j'ai beaucoup apprécié d'avoir aussi des femmes à côté de nous. J'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec Myriam Soulier, j'ai pu échanger avec Cindy, j'ai fait la connaissance du mari, Christine. Vraiment, il y a de la qualité, il y a du cœur, il y a du potentiel, et c'est une joie d'être tous ensemble dans l'œuvre de Dieu. Et je remercie Dieu aussi pour toutes ces femmes qu'il place à nos côtés pour nous accompagner, pour nous aider à développer tout ce travail. Et c'est vraiment un super challenge qui nous a été donné de relever. On n'est qu'au tout début de l'aventure, mais il y a de belles choses qui sont devant nous et je dis merci à toutes les sœurs qui ont osé venir et se former et se frotter même aux gars que nous sommes, aux pasteurs que nous sommes et de nous supporter parfois même. Et voilà, Myriam, elle prie déjà pour moi, vous voyez, pour vous dire si c'était difficile pour elle.